On est parti et on va parler de liberté. On va parler également des profils de personnalité et de l'énéagramme. Et bien souvent, on a tendance à se dire que le mot liberté est l'apanage d'un type de personnalité en particulier. J'ai nommé le type 7 énéagramme. Dans cette vidéo, on va voir que c'est là où on va avoir une erreur, une grossière, je dirais, erreur, dans laquelle beaucoup de personnes tombent, tout particulièrement lorsqu'il s'agit du typage, que ce soit ce type et soi ou ce type et l'autre. Bien souvent, les personnes vont croire qu'elles sont de type 7 énéagramme alors qu'elles ne le sont pas. Et ce, à cause de ce mot bien précis, liberté. Alors, et pour ça, j'ai une histoire aussi très intéressante que j'ai entendue pas plus tard qu'hier. Je vais te la conter. Mais avant toute chose, rapidement, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur. J'aide les coachs, les formateurs, les thérapeutes au travers de l'accompagnement intégral. Et une de mes spécialités sur laquelle, d'ailleurs même c'est la spécialité dans l'accompagnement intégral sur laquelle on me connaît le plus, c'est l'énéagramme. Et pour cause, puisque j'ai écrit des bouquins best-sellers ici sur l'énéagramme, le petit livre de l'énéagramme, et également des formations numériques à ce sujet, et ce depuis fin 2016. Donc ça commence à dater. Plusieurs formations numériques. Et si ça t'intéresse, les liens en description, comme d'habitude. Si tu n'y es pas allé, vas-y. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir y aller, à force que je dise qu'il y a des liens dans la description. Allez, un peu de sérieux maintenant, même si c'était sérieux. Donc parlons de liberté. Je vais te raconter une histoire, c'est Carla, ma compagne, que tu connais probablement, qui justement hier soir était au théâtre et dans le groupe de théâtre dans lequel elle joue, il y avait l'un d'entre eux qui parlait justement de son enfance et il disait, moi quand j'étais jeune, ce que je voulais par-dessus tout, c'était d'être libre. Alors ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y avait la valeur, donc la liberté, lorsqu'on a des mots comme ça qui sont très forts chez une personne, c'est ce qu'on appelle des valeurs, et tout particulièrement des valeurs fondamentales lorsque celle-ci est vraiment en grande hauteur. Alors je vais te citer quelques noms en particulier, on peut avoir la valeur famille, la valeur liberté, la valeur santé, la valeur bonheur, la valeur richesse, réussite, amour, fraternité, je dirais, certains peuvent l'avoir, la valeur euh, tranquillité, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que certaines valeurs vont être un petit peu plus présentes sur certains types d'énéagrammes que d'autres. Et effectivement, le type 7 énéagramme a tendance à souvent voir la valeur liberté, mais pas toujours. Et donc, on arrive véritablement sur cet écueil, se dire est-ce que une personne, si forcément la liberté est ce qu'il y a de plus fort pour elle, est-ce qu'elle est forcément de type 7? Et je reviens à mon histoire. Donc il parlait de la liberté. Et ce qui est intéressant, c'est que Carla lui a posé la question et dit mais qu'est-ce que tu entends par la liberté? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'elle connaît très bien l'énéagramme. Et elle sait ce qu'il faut chercher derrière. Et donc, il lui répond, mais en fait, moi, quand j'étais jeune, je me disais, ce serait bien qu'on soit tous libres et qu'on soit tous allongés par terre, en train de dormir, de se reposer, de se détendre et de rien faire. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'elle avait typé avant un type 9 énéagramme. Et on se rend compte que sur sa réponse, on retrouve justement la passion, la compulsion émotionnelle du 9 qui est la paresse. En d'autres termes, ici, on a un type 9 pour qui la valeur liberté, et il dit, c'est encore le cas aujourd'hui, la valeur liberté est une valeur forte pour lui, sauf que elle cache autre chose derrière. On peut entendre aussi, par exemple, beaucoup de types 5 énéagrammes qui vont dire qu'ils ont besoin de liberté. Et ce qu'on se rend compte que, quand on demande derrière, c'est que, bien souvent, c'est le fait qu'on ne les embête pas, qu'on leur foute la paix, qu'ils puissent être indépendants, j'insiste sur ce mot, indépendants des autres. Et là vient la notion de liberté. On voit donc que le type 7 n'est pas le seul profil à justement désirer la liberté. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette confusion possible? Eh bien la confusion vient du point suivant. C'est que le type 7 énéagramme, il va, quand on regarde son énergie, ça va être une énergie où il a
besoin justement de liberté, de kiff, de bonheur, de plaisir, de joie. Sauf que c'est pas ça le sujet du 7. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Ce qu'il faut rechercher chez le 7, tout particulièrement sur un typage, que ce soit chez les autres ou chez soi, c'est la souffrance. Et ouais, ça peut paraître un peu contradictoire, mais rien n'en est moins vrai. En fait, la souffrance, c'est vraiment le mot-clé chez le 7. Et tout particulièrement, pour vraiment donner un peu plus d'éclaircissement là-dessus, l'évitement de la souffrance. Donc le type 7 ne recherche pas la liberté. Le type 7 ne recherche pas le kiff. Le type 7 ne recherche pas le bonheur. Il recherche à éviter la souffrance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, lorsque tu vas avoir une personne qui est sur un type 7 énéagramme, pose-toi la question, pourquoi, ou que tu penses à ton type 7, pourquoi cette personne est dans une énergie positive? Pourquoi cette personne est dans une énergie plutôt de joie? Pourquoi cette personne lui tient tant à cœur la liberté? Et va voir s'il y a... Alors ça va être difficile parce que justement, comme ils évitent la souffrance, il y a aussi une forme d'anesthésie à la souffrance ou de non-expression de la souffrance. On essaye vraiment de ne pas la voir. Moi, j'avais adoré aussi cette expression-là, qui était que le type 7, quand on avait un deuil, alors les processus de deuil, ils sont longs, soit une perte d'un être cher ou une perte amoureuse ou autre, ou perte d'un travail ou autre. Donc un deuil, en fait, on passe par plusieurs étapes, et des étapes qui sont désagréables, dont notamment la colère, la tristesse, et ainsi de suite. Donc ça, c'est toutes les théories d'Elisabeth Kubler-Ross, me semble-t-il, si je parle bien avec le bon nom, et si je l'appelle bien surtout. Et ici, en fait, la partie tristesse, le 7 va jouer à Tarzan. C'est-à-dire qu'il va prendre une liane et il va lâcher la liane et prendre la liane suivante. Donc la courbe du deuil qui est en dessous, il va pas la faire, il va juste passer au-dessus, très vite. Sauf qu'à un moment donné, il va être dans sa liane et il va y avoir un mur, il va se prendre le mur dans la tête. Ce qui veut dire, donc, pour sortir de la métaphore, que le 7 va tout faire pour justement occulter la phase de deuil. Il va inconsciemment, encore une fois, chercher à ne pas la faire. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, bam, ça va lui retomber sur la gueule, peut-être 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est pour ça que si tu es de type 7 énéagramme, c'est super important que tu sois vigilant ou vigilante vis-à-vis des situations de deuil que tu vives et de vraiment t'assurer que tu les vis comme elles doivent se vivre. Et certes, ça peut être difficile, il y a une peur, un évitement par peur à la souffrance, cependant, ça peut se faire au travers d'accompagnement, et c'est là justement où les thérapeutes, les multiples thérapies disponibles sont utiles et aidantes à cela. Bon, voilà, ça c'est une aparté, mais une aparté qui est quand même nécessaire ici, parce qu'elle permet vraiment de comprendre un petit peu le fond du type 7. Le fond du type 7, c'est, voilà, à un moment donné, dès qu'il y a quelque chose de désagréable, dès qu'il y a quelque chose qui peut amener de la souffrance, de la contrainte, de l'enfermement, eh bien, le type 7 va essayer soit de l'occulter, je ne veux pas le voir, c'est là, mais je ne veux pas le voir, je vais rationaliser, mécanisme de défense, rationalisation, je vais rationaliser le truc. Ou alors, si c'est lors d'une discussion, je vais détourner le sujet et parler d'un autre sujet. Ça, c'est des mécanismes qu'on voit beaucoup sur le type 7, qui sont d'ailleurs des très bons indices sur le typage. D'ailleurs, puisqu'on parle de typage ici, tant qu'on est là-dessus, autre point clé à garder en tête, c'est que avant de faire une conclusion finale sur le type énéagramme d'une personne, gardez toutes les possibilités ouvertes. Et moi, quand je parle de typage, justement, quand j'essaie de typer soit des personnes que je connais, soit des personnalités ou autres, que ce soit avec Carla ou avec un autre ami à moi, Fabien, si tu te reconnais, avec qui on discute beaucoup d'énéagrammes, eh bien, justement, on garde l'éventail le plus ouvert possible et on va aller chercher à la Sherlock Holmes, comme je l'explique justement sur Master Enneagram, à la Sherlock Holmes, on va chercher les indices, les différents indices, les uns après les autres. Et après, une fois qu'on a ces fameux indices-là, eh bien, on va réunir le tout
et se dire, ok, quels sont les types possibles ou pas. Alors, au bout d'un moment, au fur et à mesure, le tunnel va se rétrécir. Clairement, il y a des personnes, tu vois, il y a des profils, tu peux les éliminer très rapidement. Mais il y en a d'autres, c'est plus difficile. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, ça c'est une astuce que je te donne là, qui est très 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 utile, qui évite justement de nombreuses erreurs de typage, c'est, écoute bien, c'est lorsque tu arrives à in fine et que tu as par exemple 2 profils, 3 profils, et que tu es toujours dans un flou, tu n'arrives pas à vraiment déterminer, il n'y a rien qui est clair, et bien à ce moment-là, réouvre et revois les 9 profils. Et retravaille sur les 9 profils sur la personne. Et là, du coup, ça va t'aider justement. Et peut-être que tu es passé à côté d'un profil qui finalement était celui de la personne. Ça arrive parfois. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre par rapport à ça? Donc on était sur le 7, on était sur la liberté. L'autre point aussi à garder en tête, c'est aussi la notion, et là on en vient sur une autre discipline, qui pareil, tu pourras en savoir plus, tu as les liens aussi en description, qui est là, tu vas me faire venir si tu me connais, spirale dynamique. Et oui, parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant cette discipline, que c'est pas pour rien que je t'en parle tout le temps. Parce qu'elle permet surtout de comprendre un autre point fondamental. C'est les niveaux de conscience et le système de valeurs de la personne. Et en fonction de l'évolution d'une personne, elle va passer successivement sur différents niveaux de la spirale. Et d'ailleurs, dans ma formation, votre spirale dynamique, j'avais même fait un module spécial où j'expliquais, alors je ne vais pas t'expliquer tout ce que j'ai dit dedans, bien évidemment, mais en synthèse, que sur les 9 types énéagrammes, en fonction du niveau de spirale, ils vont se présenter de façon différente. Par exemple, un 3 en niveau orange, c'est-à-dire le niveau lié à l'hégémonie de la science, de la rationalité, et justement de la liberté et du matérialisme, on va revenir sur le mot liberté, eh bien, à ce stade-là, on va voir très facilement l'archétype du 3 avec la recherche de réussite sociale et tout ça. Par contre, si tu le vois sur un métasystème qui est bleu, qui est plutôt orienté sacrifice de soi, qui est orienté plutôt moralité, plutôt vertu, eh bien là, ici, tu peux avoir des personnes d'un type 3 qui peut être confondues à du type 1, parce que justement, c'est par son sacrifice, c'est par justement le modèle de vertu qu'il montre, qu'il va chercher la reconnaissance. Donc la reconnaissance extérieure, la valorisation de soi, se fait d'un côté et de l'autre de façon différente. Et c'est là où on se rend compte que, c'est pour ça que je parle d'approche intégrale, c'est pour ça que je parle d'accompagnement intégral, que le fait d'intégrer des disciplines qui sont non pas différentes mais complémentaires, en l'occurrence ici l'énéagramme, la spirale dynamique et bien d'autres choses encore, pas pour rien que je te parle des niveaux logiques de Diels, que je te parle de la pyramide de Maslow, des fonctions cognitives de Jung, dont on n'a pas suffisamment parlé, mais dont on reparlera, eh bien, ça permet justement de donner ces nuances. Alors, on n'a pas besoin de tout connaître à 100%, mais le simple fait d'avoir la conscience de ça, tout particulièrement l'énéagramme et la spirale dynamique, déjà rien que si tu as tes 2 outils, tu es vraiment paré pour gérer une quantité phénoménale de situations et de cas particuliers. Et donc, on en revient à la spirale dynamique. Le niveau sur lequel eh bien, on va avoir la plus grande propension de personnes sur des sociétés occidentales, c'est justement le niveau orange. À l'époque, il y avait pas mal de niveaux bleus, ça commence à se réduire. Le niveau au-dessus, le vert, commence à augmenter. Mais vraiment, le cœur, et surtout le cœur culturel, je dirais, est très axé sur l'orange. Pas que, mais très axé là-dessus. Et donc, on est dans un niveau où justement, on est dans cette phrase clé, qui est une phrase très synthétique du niveau orange, qui parfois peut être attribué au rouge, qui est 2 étages en dessous, mais qui est beaucoup orange, qui est on ne vit qu'une fois, on n'a qu'une vie. Donc, il faut savoir en profiter. En profiter de façon intelligente et de façon non sacrificielle d'un côté, mais aussi en ayant conscience des conséquences que ça peut avoir, mais dans ma vie, mais toujours dans ma vie. Mais donc, du coup, si on ne vit qu'une fois, il faut être dans une vision épicurienne. Et quand je parle épicurienne, je parle dans la sémantique moderne du mot épicurien. Donc, carpe diem, on ne vit qu'une fois, faut cueillir la vie, faut profiter, faut être libre et faire ce qu'on a envie, parce que tu pourras, si tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu le feras? Et c'est une paradigme
qui a ses points de force et aussi ses points de faiblesse. On s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qu'il y a, c'est que sur ce paradigme-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, le mot liberté va être un mot important. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu regardes les constitutions des États-Unis, avec la notion de la recherche du bonheur, et cette notion de liberté, surtout, qui est très forte, puisque bon, bonheur, c'est un peu à côté, mais ça aussi, c'est un autre sujet. Et de l'autre côté, sur la devise française, liberté, égalité, fraternité, mais on est où? On est au siècle des Lumières. Et on est vraiment dans des mouvements qui étaient des mouvements à l'époque assez innovateurs, et qui est justement des mouvements qui étaient teintés d'un orange qui nécessitait de se mettre en place. Et donc, cette notion de liberté, elle est très ancrée dans nos cultures occidentales, modernes. Et c'est pour ça aussi que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont justement être dans cette valeur très forte qu'est la liberté et qui parfois peut aller au-dessus de tout le reste. Mais qui ne veut pas dire encore une fois que la personne est de type 7 énéagramme. Voilà, j'avais besoin de faire cette clarification-là. Il y a plein de petits sujets comme ça que je pourrais aborder avec toi. Tu me diras en commentaire si ça t'intéresse ou pas, vraiment des points spécifiques. Voilà, si tu veux aller plus loin avec moi sur l'énéagramme ou sur la spirale dynamique, tu vois comment je l'enseigne. Donc du coup, ça te permet d'avoir une idée de ce qu'il y a derrière, en plus dense, avec plus de contenu, avec plus de profondeur. Et on va beaucoup, beaucoup plus loin, bien évidemment. Là, on est juste sur des vidéos publiques. Donc, regarde les liens en description. Et quant à nous, on se dit à très vite si tu es abonné à cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et reste libre. Ou pas. Ça, c'est toi qui vois. Ça dépend de tes valeurs.